Donc c'est un grand site qui fait à peu près 180 hectares et qui est entouré par enfin, qui est dans un méandre de la Charente. La Charente coule dans ce sens-là. On retrouve le plateau d'Angoulême ici, et puis une zone plutôt assez plate qui représente tout le site. Euh, Ce site date enfin, l'implantation sur ce site date de 1819. C'est une implantation qui avait été choisie à la suite de l'explosion de la poudrerie de Saint-Jean-d'Angély. Ça avait été choisi parce que justement c'était plat, il y avait la Charente qui permettait de turbiner, d'avoir un peu de puissance hydraulique. Et puis également, il y avait une ville à proximité qui permettait d'avoir du personnel pour travailler. Ça, c'est l'origine, 1819. Et puis ensuite, le démarrage de l'activité, c'est 1825 ou 26, avec une première ligne de moulin à poudre noire qui était implantée le long de la Charente, ici, donc en face de la commune de Saint-Yrieix. Pour les besoins de ces moulins à poudre noire, on avait creusé un canal de fuite et on avait mis à cheval 14 paires de moulins qui permettaient de moudre la poudre noire. Voilà. Et c'est le démarrage de l'activité ici, sur Angoulême. Et puis ensuite, au fil du temps, ça a augmenté d'activité. On a remplacé la poudre noire par la nitrocellulose. On a quand même continué un petit peu la poudre noire pendant un peu plus d'une centaine d'années. Et puis la nitrocellulose est venue remplacer la poudre noire. Et donc l'usine s'est étendue, et notamment pendant la guerre de 14, où il y a eu ici jusqu'à 14 750 personnes qui habitaient. Voilà. Puisqu'ici, il y avait également les logements. Il y a eu les logements, des baraquements avec beaucoup de monde qui est venu travailler. Et puis ensuite, les activités se sont un petit peu diversifiées. On a fait du propergol, on a fait beaucoup de choses sur le site. C'était un site très actif. Un site qui, au nominal, occupait entre 800 et 900 personnes. Euh, Personnes poudrières, plus les entreprises extérieures. Ça faisait toujours une activité autour de 1500-2000 personnes sur site. C'était, on va dire, le nominal de l'activité. Début des années 2000, la poudrerie a fermé et à ce moment-là, s'est posé le problème, bien sûr, d'effacer les traces de 2 siècles d'activité. Alors, 2 siècles d'activité, ça a laissé pas mal de traces, notamment des traces un peu plus lourdes qui ont été laissées pendant les deux guerres d'ailleurs, la guerre de 14, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis parce qu'il y avait beaucoup d'activités, et également parce qu'on n'avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça a été bombardé en 1944, donc ça a été rasé quasiment en 1944, hein, incendié et rasé. Donc il a fallu déblayer, reconstruire la plupart des bâtiments du site. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs fois des hésitations dans l'histoire. Dès 1968, je crois, l'hésitation de fermer ou pas cette poudrerie. Elle n'a pas été apportée à la SNPE en même temps que les autres. Elle a été apportée a posteriori en 1975. Elle était destinée à être fermée. SNPE a repris l'activité, a remonté l'activité. On est reparti jusqu'à à peu près 850 personnes et beaucoup d'activités. Et puis en 2000, effectivement, décision de fermer le site. La production a vraiment arrêté en avril 2004. Et puis à partir d'avril 2004, on s'est posé vraiment les questions comment défaire tout ce qui avait été fait et comment dépolluer toute cette pollution qu'il y avait. Comment bien analyser les choses et comment bien regarder tout ça. Donc il y a eu beaucoup d'études. En gros, les études ont duré de 2005 à 2008. Enfin, en tout cas, une première série d'études. Et pendant toute cette période, on a vidé les ateliers. Ça consistait à démanteler vraiment l'usine, c'est-à-dire vider de tous les produits, mais aussi vider de toutes les machines, les installations, tout ce qu'il pouvait y avoir. Euh, Ces premiers travaux de démantèlement et d'analyse et de diagnostic ont été terminés à peu près en 2007, fin 2007. Ça a coïncidé également avec une convention qu'on a pu établir avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, puisque on a fait appel à l'État
qui a quand même été occupant du site pendant 170 ans, hein, donc on ne pouvait pas assumer la totalité du passif. Et donc l'État qui s'était engagé lors de l'apport à nous aider à dépolluer a assumé donc ce qu'il avait annoncé. On a donc établi une première convention cadre de travail, et ensuite tous les ans on établit des conventions d'application qui permettent de budgétiser les travaux de dépollution et de se mettre d'accord sur les techniques. Voilà, et puis donc après, on a commencé vraiment la dépollution en 2008, et là on est en 2018, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans et on est presque à la fin, puisqu'il reste à peu près 1 an, 2 ans de travaux. 2 ans de travaux, donc 12 années au total, avec combien de salariés pour faire ce travail? Alors là, actuellement, on est 14 salariés, 13 salariés plus un contrat de professionnalisation. En fait, l'effectif a décru doucement au fur et à mesure des départs. On a fait quelques embauches de spécialistes des travaux de dépollution, mais quelques embauches, c'est quelques-uns, vraiment 5 ou 6, pour maintenir cette petite équipe de, en gros, une grosse dizaine de personnes qui fait à la fois la maîtrise d'ouvrage et souvent la maîtrise d'œuvre des travaux. Donc on définit un petit peu le besoin, on définit souvent les techniques, parce qu'il y a une particularité à nos travaux. Contrairement à d'autres sites pollués, ici c'est pollué par des produits pyrotechniques, c'est-à-dire des produits très dangereux. Donc il faut une connaissance de ces produits, il faut faire des études un peu particulières pour arriver à faire les travaux en sécurité et à mener ces travaux au bout sans accident. Parce qu'une grosse partie des travaux sur le terrain sont faits par des sous-traitants. La plupart des travaux sont faits par des sous-traitants. En fait, nous, on opère quelques travaux. On a aussi une équipe qui fait vraiment des travaux, avec des travaux de dépollution. Et on a aussi un atelier de traitement des terres sur site qui tourne en continu, qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui traite les terres polluées par les produits pyrotechniques. Pour éviter de les sortir du site, on les traite sur site, on traite toutes les terres sur site. On a à peu près traité 180 000 tonnes dans ce four aujourd'hui, et on est à quelques mois de la fin, puisqu'il devrait rester 4 à 6 mois d'activité là aujourd'hui. Mais donc ces travaux que nous menons en propre, c'est-à-dire que nous faisons nous-mêmes, sont des travaux particulièrement dangereux sur les produits pyrotechniques. Sinon, on fait appel à des entreprises extérieures pour faire des travaux plus classiques, ou pour nous aider dans des travaux dans des travaux de dépollution plus étendus, on va dire, plus gigantesques. Alors là, quand devant la carte, enfin la photo aérienne devant laquelle nous sommes, on voit la poudrerie dans son ensemble, qui est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, inscrite dans un méandre de la Charente. On a une sorte de demi-cercle avec de grandes taches brunes qui sont les endroits, j'imagine, où sont passés les engins de travaux publics et où se trouvaient sans doute les bâtiments avant. Et puis avec quand même énormément d'arbres. On a l'impression d'être dans un parc avec énormément d'arbres le long de la Charente, mais aussi d'une certaine façon, si je le situe bien, sur toute la partie qui sépare la poudrerie de la zone des agriers le long de la Charente, si je vois bien. Et alors, au fond, comme vous le signaliez, on voit tout petit le plateau d'Angoulême. On m'a dit que la surface de la poudrerie représentait 1,5 fois la surface du plateau d'Angoulême. Est-ce que c'est exact ? Alors, je pense que c'est un peu plus. Alors, la poudrerie est éloignée de 4 km à vol d'oiseau du centre-ville d'Angoulême, donc du plateau. Le plateau, il me semble qu'il fait une quarantaine d'hectares. Et ici, on est entre 4 et 5 fois plus grand que le plateau. Ah oui, c'est pas 1,5 fois, c'est 4 fois plus grand que le plateau. Et donc, ça montre que pour la ville, c'est sur la commune d'Angoulême, et donc sur la ville d'Angoulême, il y a sans doute un enjeu d'urbanisme énorme. On voit encore là sur la carte que, eh bien, au sud, on aperçoit, je pense, je me trompe peut-être pas, mais on voit le cimetière des Trois Chênes, on voit la plaine de jeu des Trois Chênes. À l'est, on voit donc, comme je disais tout à l'heure, la zone des agriers et la déviation. Et puis, en premier plan, ben, j'imagine que cette photo, elle est prise quasiment depuis la tour de l'église de Fléac, peut-être. Donc, on est dans un endroit qui est central
peut-être plus centrale de l'agglomération d'ailleurs que le plateau lui-même. Euh, c'est une feuille blanche ce site aujourd'hui pour vous? Alors, c'est pas exactement une feuille blanche. Pour arriver à faire des travaux de dépollution, il faut savoir quel sera l'usage futur du site. Comme l'usage futur du site n'a pas été, enfin, n'était pas décidé et qu'on n'a pas pu attendre, et heureusement qu'on n'a pas attendu que l'usage soit décidé, on a décidé des usages. Alors il y a un premier usage qui est, on va dire, qui a été simple à décider. C'est un usage qui nous est légalement obligatoire, c'est de remettre en l'état du dernier usage, c'est-à-dire usage industriel. Donc les terrains, dans un premier temps, ont été dépollués, ou du moins dans une première décision, devaient être dépollués pour des usages industriels. La bordure de Charente est inondable, donc ce n'était pas la peine de la dépolluer pour un usage industriel, puisque on ne pourra pas faire d'usage industriel dans une zone inondable. Donc on a dépollué pour des besoins, pour un usage futur, plutôt de type promenade, espace vert, promenade. C'est notamment toute la bordure de Charente qu'on voit et qui est encore par endroits boisée. Ça représente 40 hectares à peu près de surface, 45 hectares de surface inondable. L'intérieur du site, donc, a vocation à être une future zone industrielle. Et on a réussi à pousser un petit peu ces usages pour aller jusqu'à un usage d'habitat sur à peu près 70 hectares, 70-80 même hectares, dans des zones qui avaient été assez peu abîmées, des zones qui étaient plutôt ou bien des zones d'anciens logements du site, ou bien des zones de cantines ou de bureaux, ou bien des zones faiblement polluées qu'on a pu dépolluer plus facilement pour atteindre un usage plus sensible, c'est comme ça qu'on appelle ça, et permettre éventuellement un habitat. Alors du coup, la feuille n'est pas totalement blanche parce que les usages sont déjà un petit peu décidés, mais quand même, il y a matière à beaucoup de choix, à beaucoup d'orientation pour décider du devenir de ce site qui est à la fois effectivement central, légèrement enclavé quand même dans le méandre, et qui est surtout totalement aménageable selon ce qu'on voudra y faire. Alors, donc, deux premières grandes directions, on peut dire, pour l'aménagement futur, c'est effectivement les activités économiques, ce que vous appeliez les zones industrielles, et puis l'habitat. L'habitat, vous me dites, sur 70 hectares, donc c'est plus du tiers de la surface totale. Est-ce que, juste en face, de l'autre côté de la Charente, il y a toute une tradition maraîchère? Est-ce qu'il y a des espaces dans lesquels pourrait se développer, sur l'ancienne poudrerie, une activité maraîchère? Alors je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Les terrains n'ont pas vocation à devenir des terrains maraîchers. C'était pas à l'origine, c'est pas vraiment une zone maraîchère ici. La zone maraîchère est le plus près des agriers, historique, hein, zone maraîchère qui date des années 1700-1800. On en retrouve des vestiges tout le long de la Charente, en partant de la zone des agriers ici, et puis en redescendant le long du méandre, on retrouve vraiment tous les systèmes d'irrigation anciens qui se voient encore, avec des petits ponts en pierre, avec des canaux qui ont été creusés. Je pense que c'est plutôt là qu'on aurait intérêt à y faire de la culture, surtout que ces zones-là n'ont pas été impactées du tout par le site, et donc on est certain qu'on peut cultiver des légumes. Cultiver des légumes sur le site, on le fait, on l'a eu fait dans certaines zones, mais peut-être qu'il faut d'abord réfléchir à autre chose que des zones maraîchères sur le site. Surtout qu'à Saint-Yrieix, c'est déjà pas mal de choses. Mais on pourrait envisager effectivement quelques zones de culture. Alors, autre enjeu d'urbanisme, comment est-ce que cette zone qui donc employait la main-d'œuvre de l'agglomération d'Angoulême, comment est-ce que cette zone de presque 200 hectares est reliée au reste de l'agglomération et notamment au centre-ville? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de communication? Alors il y a assez peu de moyens de communication finalement, puisque on est enclavé, on est dans le méandre. Donc on a un accès par la route de Bassaux qui va qui arrive au pied du plateau. Et puis on a un accès direct, quasiment direct à la Nationale 10, enfin à la déviation de la Nationale 10. On a également une voie ferrée qui rentre sur le site, qui est reliée à la gare de Saint-Michel, donc au réseau national.
Alors cette voie ferrée, elle est abandonnée, mais on a toujours la propriété du terrain jusqu'à la gare de Saint-Michel. On a conservé ces propriétés pour justement permettre dans le futur d'imaginer des liaisons autrement que routières. La meilleure liaison, et c'est sûrement la plus naturelle, c'est le fleuve. Je pense qu'on peut imaginer des liaisons par le fleuve, sûrement des liaisons un peu modernes, de type navette fluviale, qui relierait le site au bas du plateau. Et puis après, peut-être qu'il faudra réfléchir à un désenclavement, soit vers Saint-Yrieix, soit vers Fléac. Mais ça dépendra de ce qu'on veut faire sur le site. Qui dit désenclavement dit pont, j'imagine. Alors, simplement pour les deux pistes que vous venez de nous décrire, il y a donc deux pistes pour réfléchir à du transport collectif en site propre, puisqu'on peut dire que la Charente serait un transport en site propre, c'est-à-dire non pollué par la circulation automobile, et aussi ce terrain que vous possédez et qui relie à la gare de Saint-Michel, laquelle gare de Saint-Michel est elle-même reliée évidemment à la gare d'Angoulême. Oui, tout à fait. On peut déjà travailler sur ces deux axes-là. Alors l'axe voie ferrée, il n'est pas forcément très simple à gérer parce qu'effectivement, la voie ferrée est ancienne. Ensuite, il y a enfin, on sait que le train aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire évoluer, à faire changer. La voie fluviale est quand même plus simple. Il faudra bien sûr faire attention quand on imaginera de tels projets, enfin, à ne pas avoir d'impact sur la Charente et donc à essayer de faire des choses plutôt douces pour ne pas polluer, peut-être électriques, mais peut-être d'autres systèmes qui sont à imaginer. Et après, la dernière solution, c'est effectivement d'imaginer une voie routière un peu améliorée, qui effectivement nécessitera sûrement un pont sur la Charente. Mais tout ça, c'est pour un futur peut-être un peu lointain. D'accord. Alors, le site, il n'a pas beaucoup de contraintes topographiques puisqu'il a l'air extrêmement plat. Vous me disiez tout à l'heure en pente douce vers la Charente dans tous les sens, d'une certaine façon. Mais la pente douce, c'est un dénivelé d'une dizaine de mètres, vous me disiez tout à l'heure. Et donc quelque chose qui, sur le plan, on va dire, des travaux publics, n'exige pas d'énormes choses. La nature du sol elle-même, est-ce qu'elle a des contraintes ? Alors, lorsqu'on aura fini de dépolluer le site, et au fur et à mesure qu'on finit de dépolluer les zones, on attache au dossier, en fait, au terrain, on attache au terrain, au niveau d'urbanisme, ce qu'on appelle un dossier de servitude qui impose les contraintes et qui dit les contraintes qu'on a laissées. Donc, ça va imposer notamment les usages. Ces dossiers reprennent un petit peu l'état des lieux, le final du sol. Le sol lui-même est généralement composé d'une couche, on va dire, d'alluvions et ou de remblais de quelques mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et en dessous, c'est du calcaire. D'abord altéré dans une première couche, c'est du calcaire non complètement compact, sur pareil 2-3 mètres. Et ensuite, c'est du calcaire très compact. Donc le site est assez facile à aménager dans la mesure où il est relativement plat et où on a un sol assez dur dessous. Donc on n'a pas besoin de faire d'imaginer. On n'est pas en zone mouvante, on n'est pas en zone marécageuse. Voilà. Donc, enfin, c'est peut-être pas ce qui est souhaitable, mais on pourrait y construire des tours. On a un sol assez solide. Je n'ai pas imaginé ça encore. Je ne sais pas si j'imaginerai un jour, avant de partir, qu'on construira des tours, et j'espère que je ne le verrai pas. C'est pas trop mon idée. Mais en tout cas, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de contrainte. Après, bon, il faudra vérifier que le terrain est porteur pour faire ce qu'on veut y faire, mais non, il n'y a pas de contrainte vraiment à ce niveau-là. Non. Alors, les contraintes en matière de patrimoine, vous êtes juste en face de Fléac, qui est un secteur protégé, j'imagine. Est-ce qu'une partie du site est en secteur protégé ? Alors oui, il y aura forcément des contraintes qui seront liées au bâtiment qui doit être l'église de Fléac, qui doit être un bâtiment historique. Et donc, dans un certain périmètre de cette église, il y a des contraintes de construction, probablement de toiture, qui devront être soumises à l'architecte des bâtiments de France ou aux services qui vont bien pour vérifier que ce qu'on veut faire est acceptable.
Alors, on va peut-être aller visiter sur le terrain pour voir. Je crois que c'est extrêmement bien desservi. Et on peut comparer un petit peu ce site au site des camps militaires, hein, avec un quadrillage de routes goudronnées qui permet de desservir pratiquement l'intégralité du site. Oui, on a une route périphérique qui fait le tour, et puis ensuite à l'intérieur, on a un quadrillage, pas franchement d'équerre, mais on a un quadrillage de routes goudronnées ou bétonnées, puisqu'on a aussi des anciennes pistes assez anciennes, qui sont construites en béton et donc qui sont assez solides. Et puis on avait également un réseau complet d'égouts, d'électricité, de gaz, d'eau, voilà, comme une ville, un peu. Alors partons pour la visite de cette ville un peu fantôme encore pour l'instant, ou un peu rêve, puisqu'elle sera peut-être un jour une ville nouvelle d'Angoulême.